Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Emma Carter prit une profonde inspiration alors que le bus s'éloignait du dernier arrêt, et les hautes portes en fer noir du manoir Ravenwood apparurent, imposantes comme un rappel. Le monde à l'intérieur n'avait rien à voir avec le sien. Elle ajusta le bouton usé de son manteau élimé, serrant contre elle un vieux sac en toile. À l'intérieur, une boîte à déjeuner faite maison, un carnet, et la lettre d'offre d'emploi froissée qu'elle avait pliée et dépliée trop de fois. Son tout premier emploi à temps plein comme femme de ménage. Les gages de ce mois, s'ils n'étaient pas retenus, suffiraient juste à couvrir le prochain semestre de frais de scolarité de sa jeune sœur, Lily. Le gardien appuya sur un bouton, et les lourdes portes s'ouvrirent. Un chemin de gravier s'étendait à perte de vue vers la maison principale, bordée de pelouses parfaitement taillées et de rosiers importés sans une seule feuille égarée. Tout était impeccable, si impeccable que cela semblait froid. Emma murmura pour elle-même en marchant. Ne renverse rien. Ne trébuche pas. Ne respire pas trop fort. Elle n'était pas sûre si respirer trop fort figurait vraiment dans la description du poste, mais la pression lui donnait l'impression que c'était la première règle à suivre. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle ne puisse sonner. Madame Sharma, la gouvernante en chef, une femme d'âge mûr aux cheveux argentés soigneusement relevés, examina Emma de la tête aux pieds avec un regard scrutateur, puis hocha brièvement la tête. À l'heure. Bien. Entrez. Le sol en marbre brillait comme un miroir sous leurs pieds. De grandes peintures abstraites ornaient les murs belles, coûteuses, anonymes. Pas de photos de famille, pas un seul visage souriant, seulement l'éclat froid des lumières au plafond et le tic-tac régulier d'une horloge à pendule. Emma frissonna. Pour une si grande maison, il semblait manquer la seule chose que sa petite chambre de location de 9 mètres carrés, partagée avec Lily, avait toujours. Des voix humaines, Madame Sharma lui tendit un manuel relié en cuir. Lisez. Mémorisez. Ne pas entrer dans la zone de travail du 2e étage après 21 heures. Ne pas ouvrir la salle de musique sans permission. Quand le maître est à la maison, restez silencieux. Répondre brièvement. Ne pas fixer. Ne pas poser de questions personnelles. Ne pas respirer trop fort, lâcha Emma. Les mots lui échappèrent avant que son cerveau ne puisse les retenir. Madame Sharma cligna des yeux, puis quelque chose d'inattendu au manoir Ravenwood, le coin de ses lèvres trembla. Je n'ai pas écrit cette règle, répondit-elle, la voix plus douce, mais ça ne ferait pas de mal. Elles passèrent par la cuisine, où Liam, le chef corpule, sortait des plateaux de pain du four, l'odeur du beurre fondant fit gargouiller l'estomac d'Emma. Liam la remarqua et lui fit un clin d'œil. Nouvelle recrue? Bienvenue au royaume de glace. Il pointa le plafond, où l'air conditionné bourdonnait. Je plaisante? Eh bien, en partie. La cuisine rit doucement avant de redevenir silencieuse, comme si même le rire pouvait entraîner une retenue sur salaire. Dans la salle du personnel, Madame Sharma lui remit un uniforme, un tablier, et une carte de la maison. Ce matin, nettoyer le salon, remplacer les fleurs, et vérifier l'aspirateur robot. Ne le fixez pas. Il a une caméra. Et restez à l'écart de M. Ravenwood South s'il vous appelle. Ce nom sembla faire baisser la température de quelques degrés. Julian Ravenwood, milliardaire, jeune, sévère, occupé. Emma avait lu en ligne avant d'arriver, un homme rarement vu dans la presse, célèbre pour des décisions aussi froides que la glace mais aussi tranchantes qu'un scalpel. Elle déglutit difficilement. Fais juste bien ton travail. Mesure chaque pas. Elle se mit au travail avec un nettoyant pour vitres, un chiffon en bambou, et des gants fins. Chaque fois qu'elle essuyait une table, son reflet déformé la regardait depuis la surface polie. Elle remplaça le vase en cristal par des camélias frais. Dans un coin, l'aspirateur robot rondouillard se déplaçait, sa surface décorée d'yeux en papier que quelqu'un avait collé, lui donnant un air boudeur. Il heurta le pied d'Emma, émettant un bip de reproche. « Désolé, monsieur Robot » murmura Emma, le soulevant pour le poser sur un tapis afin qu'il ne reste pas coincé. Le robot bipa de nouveau et revint immédiatement nettoyer l'endroit où elle venait de se tenir. « Petit travailleur zélé » sourit-elle, cachant une fleur d'hortensia cassée dans un gobelet en papier, prévoyant de la placer dans la salle du personnel une petite touche de couleur dans cette immense maison froide. Vers 10 heures, l'interphone sonna. Madame Sharma apparut, la voix basse mais ferme. Le maître est rentré plus tôt. Tout le monde, à vos postes. L'atmosphère changea instantanément. Liam rangea ses couteaux, et les nettoyeurs disparurent. Emma serra un plateau de l'eau minérale avec quelques tranches de citron et se tint près d'une colonne, exactement là où Madame Sharma lui avait indiqué. Ne renverse pas. Ne renverse pas. Ne renverse pas. Des pas résonnèrent sur le marbre, réguliers et assurés. Julian Ravenwood entra dans l'embrasure de la porte comme si elle avait été construite pour lui seul. Grand, mince, dans un manteau gris anthracite ajusté, une cravate bleu marine, et une fine montre en argent dépassant sous son poignet.
Il n'avait pas besoin de regarder autour de lui pour savoir où tout se trouvait. Il appartenait à cet ordre, à cet emploi du temps. Ses yeux restaient fixés sur son téléphone. L'assistant derrière lui parlait d'une voix monotone, comme un bulletin météo. Emma se prépara, attendant le moment où elle devrait avancer avec l'eau. Quand l'assistant s'arrêta, Madame Sharma fit un signe. Emma s'avança, les deux mains sur le plateau. « Monsieur, votre eau. » Elle se figea. L'aspirateur robot dévia soudainement devant elle, comme un petit animal de compagnie réclamant de l'attention. Emma paniqua et recula. Son talon accrocha le bord du tapis. Le plateau bascula. Une tranche de citron tomba comme une fine lune dorée, suivie de tout le verre d'eau. En un instant, le liquide froid éclaboussa les chaussures noires polies de Julien. Silence. Un silence absolu. Même le robot s'arrêta, émettant un petit bip comme pour annoncer l'accident inattendu. Oh non, Emma s'effondra presque, saisissant la serviette sur le plateau et tamponnant frénétiquement ses chaussures. Je suis tellement désolé. Je suis désolé. Je paierai pour le polissage. Ou j'achèterai une nouvelle paire. Non, je ne peux pas me permettre une nouvelle paire. Mais je peux les nettoyer maintenant. 5 minutes, 10. Chasufira. La voix de Julien était profonde, décisive, pas forte mais assez ferme pour que les doigts d'Emma se figent en plein mouvement. Elle leva les yeux. De si près, elle vit ses yeux gris pas glacés, mais comme de l'acier, froids parce qu'ils avaient été trop bien forgés, pas parce qu'ils étaient nés ainsi. Lesbu, continua-t-il. Emma se releva si vite qu'elle faillit cogner sa tête contre son menton, puis recula en trébuchant. Je suis désolé. Elle avait perdu le compte du nombre de fois où elle l'avait dit. Et puis, comme pour se sauver, sa bouche lâcha quelque chose de ridicule. Au moins, vos chaussures sont hydratées. Le cuir sec craque tristement. Madame Sharma toussa doucement, probablement pour étouffer un rire. L'assistant resta bouche bée. Depuis la cuisine, Liam fit semblant d'ajuster son chapeau de chef, cachant clairement son visage. Une brève pause, comme l'aiguille d'une horloge touchant la marque. Puis le sourcil de Julien ne bougea ni un froncement ni un relâchement. Il baissa les yeux sur ses chaussures mouillées, puis sur la serviette dans les mains d'Emma, puis sur ses mains, propres mais cailleuses, marquées par des jours de travail. « Non » demanda-t-il. « Oui Emma. Emma Carter. » Elle déglutit. « Je viens de commencer aujourd'hui. Raison de votre candidature ?» La question frappa froidement contre sa colonne vertébrale. Dire la vérité ou quelque chose de plus joli? Emma prit une inspiration. Pour payer les frais de scolarité de ma sœur, monsieur, et pour couvrir 2 mois de loyer en retard. Un autre instant de silence. Dans celui-ci, Emma vit son reflet sur ses chaussures mouillées, cheveux hâtivement attachés, col légèrement froissé, main serrant la serviette comme une bouée de sauvetage. Julien hocha légèrement la tête. Pas besoin de payer pour les chaussures, et ne fabriquez pas d'histoire la prochaine fois. Ses yeux s'écarquillèrent. Yann passe. Il inclina légèrement la tête. Son regard gris perça ses défenses, mais sa voix était calme. Je ne parlais pas des frais de scolarité. Je parlais de l'hydratation du cuir. Le coin de sa bouche se releva, juste un fil d'humour. Un reniflement étouffé vint de la cuisine. Liam avait dû avaler de l'eau de travers. Julien recula d'un demi-pas pour empêcher l'eau de se répandre davantage, puis jeta un coup d'œil à Madame Sharma. Changer de chaussures, essuyer le sol, Mademoiselle Carter. Il marqua une pause, comme s'il pesait quelque chose. Suivez les règles, mais ne courez pas à l'intérieur. Et ne laissez pas le robot vous guider. Emma Rugit. Oui, monsieur. Il se détourna, reprenant le rapport de l'assistant, comme si l'incident n'était rien de plus qu'un grain de poussière dans son emploi du temps précisément chronométré. Pourtant, en passant devant le camélia qu'Emma venait d'arranger, il ralentit d'un demi-pas, jetant un coup d'œil aux pétales crémeux et aux feuilles vertes élancées juste un instant fugace. Puis il continua. Quand la porte du bureau se referma derrière lui, le salon exhala avec tout le monde à l'intérieur. Liam s'approcha, glissa un morceau de pain beurré dans la main d'Emma. Survivante, la nouvelle. Madame Sharma essuya le sol, lançant un regard à Emma. Vous avez renversé de l'eau sur ses chaussures, et vous êtes toujours là. Impressionnant. Emma serra le plateau, son cœur battant encore. Avant de partir, elle se baissa pour ramasser la tranche de citron près des roues du robot, regarda ses yeux collés et murmura, « Ne taquine plus les gens, d'accord ?» Le robot bipa et s'éloigna, laissant derrière lui un éclat impeccable, comme si aucun déversement n'avait jamais eu lieu. Dans la salle du personnel, Emma plaça l'hortensia cassée dans le gobelet en papier et y ajouta un peu d'eau, une petite touche douce de couleur après une matinée tendue. Elle envoya un message à Lily. « Je vais bien. Je n'ai pas été virée. Je rentrerai tôt pour cuisiner des nouilles. » Le message fut marqué comme vu, presque instantanément, suivi d'un emoji cœur. La poitrine d'Emma s'adoucit. Elle ouvrit le manuel. Les règles strictes en ligne droite reflétaient cette maison. Dans la marge de la première page, elle écrivit doucement au crayon. Règle 0. Ne laissez personne se sentir humilié. Elle le souligna. Peu,
Être même un manoir pouvait-il devenir plus chaleureux, en commençant par de petites choses comme celle-là. Le faible son d'un piano flotta depuis l'étage, bref, comme si quelqu'un avait appuyé sur une touche puis l'avait abandonné. Emma leva les yeux vers le plafond. Être que personne d'autre ne le remarqua, mais pour elle, ce son était comme un petit point d'exclamation à la fin de la journée, cet endroit n'était pas complètement silencieux. Quelque part, quelqu'un pratiquait la vie avec du son. Emma se leva et renoua les cordons de son tablier. D'accord, dit-elle à elle-même et au robot tapis dans le coin, essayons de rendre cet endroit gigantesque un peu moins froid, une pièce à la fois. Et elle retourna au salon, où la lumière s'étendait en longue réflexion sur le marbre, prête à recommencer, plus prudente maintenant, mais aussi plus assurée. Au manoir Ravenwood, sa première journée n'avait pas été parfaite, mais elle était réelle, et parfois la réalité était la chose la plus chaleureuse de toutes. Emma se réveilla très tôt, avant même que le soleil ne se lève derrière les montagnes lointaines. Madame Sharma lui avait assigné la tâche matinale. Vérifier tout le salon, essuyer les surfaces en bois, et polir les rampes d'escalier. Le manoir était si vaste qu'elle marchait et marchait dans des couloirs sans fin, les lumières jaunes pâles se reflétant sur le sol en marbre froid. Plus elle marchait, plus elle remarquait quelque chose d'étrange. Il n'y avait pas une seule photo de famille. Les hauts murs ne portaient que des peintures abstraites lignes dures, tons sombres. Dans sa petite chambre louée, si exiguë qu'elle et Lily devaient replier la table à manger juste pour dérouler un tapis pour dormir, il y avait toujours des photos, des images des sœurs s'enlaçant lors des festivals scolaires, des instantanés d'elles portant des chapeaux en laine tricotés à la main en hiver. Ici, chaque mur était nu et stérile, comme s'il effaçait délibérément toute trace de mémoire. Cette maison n'a pas de cœur, murmura Emma, époussetant tout en jetant un coup d'œil à un cadre de la taille d'une fenêtre. Sa voix lui revint en écho, encore plus froide. Dans la cuisine, Liam empilait des plateaux. Petit déjeuner pour le maître. Toast et œufs frits. Et toi? Il haussa les épaules à l'attention d'Emma. Repas du personnel, mais je t'ai gardé un croissant. Mange-le avant qu'il ne refroidisse. Emma sourit avec gratitude. La pâtisserie était beurrée et parfumée. Mais en avalant, elle pensa, le petit déjeuner ici doit toujours être le même précis, répétitif à la minute près. Pas de petit déjeuner tardif avec des rires, pas de taquinerie pour avoir brûlé les œufs. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander, un homme aussi riche, vivant dans un manoir aussi grand, et pourtant pas un seul son de famille, une maison sans rire. Ce soir-là, Emma était de service, remplaçant les fleurs dans le bureau. Elle hésita devant la porte en bois sombre. Madame Sharma l'avait avertie de ne jamais entrer sans permission, mais avait aussi dit, si le maître appelle, apporter les fleurs à son bureau. À cet instant précis, la voix de Julien retentit, entrez, elle poussa la porte. Des étagères bordaient les murs, remplies de livres. L'air portait l'odeur du vieux bois mêlée à celle du papier neuf. Au centre, Julien était assis derrière le bureau, penché sur son ordinateur. La lampe projetait de la lumière sur son visage, dessinant des ombres nettes sous ses pommettes. Une pile épaisse de documents était soigneusement posée à côté de lui, pas une seule page de travers. Mettez les fleurs là. Il ne leva pas les yeux. Sa voix était stable, mécanique, comme une machine donnant des ordres. Emma remplaça soigneusement le vase, arrangeant les roses blanches fraîches avec précision. Elle jeta un coup d'œil autour. Pas de photos, pas de souvenirs, pas de notes manuscrites. Tout était aligné, ordonné, d'une précision glaçante. En reculant, ses yeux captèrent accidentellement l'écran de l'ordinateur. L'emploi du temps s'affichait en rouge. 6h00. Réveil, exercice. 7h00. Petit déjeuner, rapport. 7h30. Réunion vidéo. 9h00. Travail au bureau. 23h30. Lire les rapports. Des notes pour chaque minute, chaque heure comptabilisée. Pas de dîner avec quelqu'un. Pas d'appel à la famille. Julien leva les yeux juste quand Emma recula. Ses yeux gris rencontrèrent les siens, aussi froids que l'acier. Si vous avez terminé, partez. Oui monsieur. Emma baissa la tête, se tournant pour partir. Mais ce regard la fit réfléchir. Des yeux qui ne se reposent jamais, tard dans la nuit, Emma se réveilla au son inhabituel. Elle sortit sur la pointe des pieds de la salle du personnel, marchant doucement dans le couloir. Une faible lueur dorée s'échappait de l'entrebâillement de la porte du bureau au premier étage. La curiosité l'attira. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Julien était toujours à son bureau. L'horloge indiquait presque 2 heures du matin. Sa cravate était défaite, ses manches retroussées, mais ses yeux étaient fixés sur l'écran. Des piles de documents l'entouraient. Une tasse de café à moitié bu était posée sur le bureau, son auréole tachant une feuille de papier, la sévérité diurne avait disparu. Son visage n'affichait plus que de l'épuisement, ses cheveux étaient légèrement tombés, et des cernes ombraient ses yeux. Emma retint son souffle. Il ressemblait à une machine fonctionnant sans arrêt, refusant de s'éteindre. Pourtant, même les machines ont besoin de repos. Julien frotta ses tempes,
fermant brièvement les yeux. À cet instant, Emma vit la solitude qui l'enveloppait. Pas d'amis, pas de famille, pas de rire nulle part dans cette vaste maison, seulement le grattement des stylos, le froissement des papiers, et le claquement monotone des touches. Emma pensa soudain à Lily, sa petite sœur, qui étudiait souvent en riant aux chansons sur son téléphone. Ce rire dans leur petite chambre avait toujours rendu tout l'espace lumineux. Ici, dans une maison plus grande qu'une école, il n'y avait pas un seul sourire. Sa poitrine se serra. Ainsi, l'homme le plus riche de la ville pouvait aussi être le plus pauvre en ce qui comptait le plus. Le lendemain matin, Emma plaça un petit vase dans la salle du personnel, une hortensia bleu pâle, la fleur cassée qu'elle avait ramassée la veille. Tous ceux qui passaient s'arrêtaient, souriaient. Liam dit, en regardant ça, cette maison semble un peu humaine. Emma hocha la tête, ses yeux s'illuminant d'une résolution tranquille. Elle savait qu'elle n'était qu'une femme de ménage, quelqu'un dont personne ne faisait attention. Mais dans son cœur, un souhait prenait racine. Si elle devait travailler ici, elle essaierait d'apporter de la chaleur dans cet endroit froid, même si ce n'était qu'une fleur, un salut, ou un sourire maladroit. Ce soir-là, en nettoyant le salon, Emma vit accidentellement Julian assis seul sur le long canapé. Pas de lumière, seulement l'obscurité du jardin au-delà de la vitre. Elle se figea, tenant son chiffon. « Pourquoi restez-vous là » Sa voix trancha l'air, bien que ses yeux restaient fixés sur la fenêtre. « Je nettoyais juste la table, monsieur. »« Alors, faites-le. » Emma hocha la tête et commença à essuyer. Elle entendit un faible soupir, si doux qu'il aurait pu être le vent. Son cœur émoua. Cet homme, extérieurement sévère et froid, portait une solitude si profonde que personne d'autre ne pouvait la voir. Pendant un instant, Emma voulut dire « Vous n'avez pas à être seule comme ça ». Mais elle se retint. Elle connaissait la ligne entre maître et serviteur. Au lieu de cela, elle plaça discrètement un nouveau vase de roses blanches sur la table, s'inclina légèrement. « Bonne nuit. »« Monsieur. » Julian ne répondit pas, mais alors qu'Emma se tournait, elle aperçut ses yeux s'attardant sur la fleur pendant très longtemps. À midi le troisième jour, Liam, le chef cuisinier, dut partir précipitamment car sa fille avait de la fièvre. Madame Sharma dit à Emma. Surveillez la cuisine. Tout ce que vous devez faire, c'est réchauffer la marmite de soupe aux légumes que le maître mange habituellement. Oui, madame. Emma hocha la tête, l'anxiété bouillonnant en elle. Elle était habituée à cuisiner des nouilles instantanées ou des pommes de terre écrasées simples pour Lily, mais n'avait jamais touché une énorme marmite en cuivre posée sur une cuisinière à gaz rutilante. Elle alluma le brûleur, mit la soupe à chauffer doucement, et se laissa distraire en essuyant les comptoirs. Quand elle se retourna, de la vapeur s'échappait, et une étrange odeur de brûlé emplissait l'air. Paniquée, Emma éteignit la flamme, mais il était trop tard. Le fond de la marmite était calciné. De la fumée blanche se répandit dans la cuisine. Emma toussa violemment, se précipitant pour ouvrir la fenêtre. À ce moment, Julian descendit les escaliers, prêt pour le déjeuner. Le maître, habitué à des repas soignés et ordonnés, trouva à la place un brouillard enfumé et Emma agitant frénétiquement le couvercle de la marmite pour chasser l'air. « Que diable faites-vous » La voix de Julien s'abaissa. Emma se figea, les joues en feu. Puis, comme si son cerveau improvisait soudainement, elle lâcha. C'est un traitement à la vapeur de soupe thérapeutique pour la santé. Au lieu de la manger, vous inhalez la fumée. C'est excellent pour détoxifier les poumons. La pièce resta silencieuse un instant. L'assistant à proximité s'étouffa presque. Madame Sharma couvrit rapidement sa bouche avec une toux. Julien la fixa, les lèvres serrées, puis l'inattendu se produisit. Il laissa échapper un rire discret, un vrai rire, pas un sourire social poli, mais celui qui avait été enfoui pendant des années. « Soupe à la vapeur » répéta-t-il, la voix teintée de sarcasme et d'un léger amusement. Emma hocha la tête avec vigueur, le visage sérieux comme si elle donnait une conférence. « Oui monsieur. Une nouvelle tendance bien, être, très à la mode. Si vous voulez, demain, je peux me renseigner sur la thérapie à la vapeur de soupe au poulet. » La cuisine éclata de rire. Liam venait de revenir, et en entendant cette phrase, il s'effondra sur une chaise, se tenant le ventre. « Mon Dieu, je suis chef depuis des décennies, et c'est la première fois que j'entends parler de ce plat. » Julian secoua la tête, prit un verre d'eau sur le comptoir, et en but une gorgée, mais le sourire persistait sur ses lèvres. Après le déjeuner, quand les choses se furent calmées, Emma emporta la marmite de soupe à la vapeur pour la laver, son cœur oscillant entre l'embarras et le soulagement de ne pas avoir été licencié. Sur le balcon du deuxième étage, Julien regardait le jardin. Son assistant hésita à côté de lui. « Monsieur, devons-nous engager une nouvelle femme de ménage ?» Julien resta silencieux un long moment. Dans son esprit, l'image de la petite fille aux cheveux légèrement ébouriffés, le visage rougi par la fumée, mais toujours en train de plaisanter pour sortir du désastre, repassait. Cette maladresse n'était pas calculée. Ce n'était pas le genre de douceur feinte destinée à gagner des faveurs. C'était sincère, instinctif. Il secoua la tête. « Pas besoin.
L'assistant fut surpris, mais Julien n'offrit aucune autre explication. Ses yeux se posèrent simplement sur la cour, où Emma accrochait du linge, fredonnant doucement une mélodie joyeuse. La mélodie flottait avec la brise, comme une lueur de soleil glissant dans une maison qui n'avait pas connu de rire depuis longtemps. Cette nuit-là, après que tout le monde fut allé se coucher, Julien retourna à son bureau. Il prit son stylo pour signer des contrats, mais sa main s'arrêta. La cuisine enfumée, la voix d'Emma déclarant thérapie à la vapeur de soupe, repassait dans son esprit. Un léger sourire, fugace mais réel, toucha ses lèvres. Julien réalisa alors combien de temps il avait passé sans sourire ainsi. Pendant des années, ces sourires avaient été réservés aux actionnaires et aux poignées de main lors des cocktails. Mais celui-ci, naturel, inattendu, venait d'une femme de ménage maladroite. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, les yeux levés vers le plafond. Dans l'immense manoir, enveloppé d'un silence sans fin, il se surprit à murmurer, une maison avec des rires. Ce soir-là, le manoir Ravenwood était illuminé de lumière, à l'intérieur comme à l'extérieur. Julien venait d'organiser un dîner extravagant avec des actionnaires majeurs. Les voitures de luxe quittaient les portes une à une, laissant derrière elles l'odeur de parfums coûteux et l'écho faiblissant de rires polis résonnant dans le grand hall. Emma se tenait dans un coin, les bras autour d'un plateau de verre en cristal qu'elle venait de ramasser. Elle avait observé tout le processus en silence, du début à la fin. Les invités parlaient en phrases polies, levaient leurs verres pour porter des toasts, mais leurs yeux restaient fixés sur Julien, l'homme dont les décisions pouvaient faire grimper leur fortune de millions d'un simple hochement de tête. Il se tenait là, grand dans un smoking noir, un verre de vin rouge tournoyant dans sa main, hochant la tête à chaque salutation, chaque poignée de main. Mais Emma remarqua que ce sourire n'atteignait jamais ses yeux. Quand la grande porte se referma enfin, la vaste pièce ne fut plus éclairée que par une lumière douce et quelques membres du personnel nettoyant. Julien se tourna, s'éloignant avec une démarche empreinte de lassitude, une pensée traversa son esprit. Cette fille, est-elle vraiment différente? Dans sa vie, Julien avait rencontré bien trop de gens qui essayaient de gagner ses faveurs. Certains voulaient de l'argent, d'autres du prestige. Même le personnel de sa propre maison manœuvrait parfois pour attirer son attention. Mais Emma maladroite, gauche, lâchant des choses insensées, était-ce vraiment qui elle était, ou juste une autre comédie? Il avait l'intention de le découvrir, alors qu'Emma portait son plateau dans le hall, elle se figea en voyant Julien descendre l'escalier en trébuchant, sa cravate desserrée, sa chemise déboutonnée au col, un verre de vin pendant mollement dans sa main. « Monsieur » s'exclama-t-elle, se précipitant vers lui, « êtes-vous bien ?» Julien s'appuya nonchalamment contre le mur, esquissant un léger sourire. « Je vais bien. Juste un peu trop de vin. » Il fit semblant de faire un autre pas, puis s'affala sur le canapé du salon, ses genoux manquant de fléchir contre l'accoudoir. Les yeux fermés, sa respiration délibérément lourde. Intérieurement, Julien pensait. « Maintenant, voyons ce que vous allez faire. » Une fille cherchant à attirer son attention appellerait bruyamment, ferait une scène, et jouerait la comédie de l'inquiétude juste devant lui. Mais la réaction d'Emma n'était pas celle qu'il attendait. Elle posa le plateau sur la table, courant en petits cercles, paniquée. « Mon Dieu, boire autant est dangereux. Que dois-je faire ?» Jetant un coup d'œil autour d'elle, elle se précipita dans la cuisine. Quelques minutes plus tard, elle revint, tenant une tasse fumante d'eau au miel doré. « J'ai lu quelque part que le miel aide avec l'alcool. Je ne sais pas si c'est vrai, mais essayons. » Elle s'agenouilla à côté de lui, soutenant doucement son épaule, pressant la tasse dans sa main. Julien se déplaça légèrement, faisant semblant de secouer la tête. Elle posa la tasse sur la table, prit une serviette froide, et la pressa soigneusement sur son front. Reposez-vous un moment. Vous vous sentirez mieux après un peu de sommeil. Les yeux mi-clos, Julien saisit son visage à cet instant, troublé, déterminé, des mains tremblantes trahissant son inquiétude, mais des yeux remplis uniquement de sincérité, sans une trace de calcul. Emma s'assit au bord du canapé, silencieuse un long moment. Puis elle commença à chanter doucement. Sa voix n'était pas polie, parfois fausse, mais elle portait une chaleur désarmante. C'était une berceuse pour enfants qu'elle chantait pour Lily quand sa petite sœur ne pouvait pas dormir. Dors bien maintenant. Les doux rêves viendront. Demain, le soleil se lèvera à nouveau. La mélodie simple flottait doucement dans la pièce, une maison habituée seulement au pas et au tic-tac des horloges. Julienne resta immobile. Écoutant. Dans ses souvenirs fanés, personne ne lui avait jamais chanté pour l'endormir. À l'orphelinat, les nuits étaient accompagnées du grincement des ventilateurs, pas de berceuse. Adulte, les nuits étaient remplies de documents et du bourdonnement des ordinateurs. Mais maintenant, il y avait une voix maladroite et chaude qui chantait juste pour lui. La poitrine de Julien se serra. Soudain, le jeu qu'il jouait lui sembla cruel. Après un moment, Emma vit que sa respiration s'était stabilisée, son corps détendu, elle exhala de soulagement. Puis remarqua quelque chose. Le salon était froid. L'air conditionné bourdonnait, soufflant un courant d'air.
Elle regarda autour d'elle, pas de couverture, personne d'autre à proximité. Après un instant d'hésitation, Emma enleva son propre manteau fin et le drapa soigneusement sur lui. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste un tricot beige bon marché, usé au bord, mais c'était tout ce qu'elle avait. « Dors bien, monsieur », murmura-t-elle, puis s'assit sur la chaise en face, reposant sa tête sur son bras, veillant. Ses yeux se fermèrent bientôt d'épuisement, mais elle resta obstinément à proximité. Julien m'entr'ouvrit un œil. Le petit manteau était étendu sur lui, portant la faible odeur de savon bon marché mêlée d'une trace de jasmin. En face de lui, la jeune femme s'était assoupie, la tête inclinée, le visage calme et fatigué. Une chaleur inconnue se répandit dans sa poitrine. Pendant des années, il n'avait laissé personne s'approcher. Et pourtant, elle était là, sans prétention, sans comédie, s'inquiétant sincèrement pour lui, comme s'il n'était rien de plus qu'un homme ordinaire ayant besoin de soins. Il laissa échapper un soupir doux, et referma les yeux. Extérieurement, il restait composé, mais à l'intérieur, une petite porte s'était ouverte. À l'aube, Emma se réveilla en sursaut. Son petit manteau tricoté avait été soigneusement plié sur l'accoudoir du canapé, et Julien avait disparu. Sur la table se trouvait la tasse d'eau au miel, à moitié vide, soigneusement placée à sa place. Son cœur bondit. S'était-il réveillé pendant la nuit? Serait-il en colère qu'elle ait outrepassé ses limites? Madame Charma entra, jeta un coup d'œil à la scène, et esquissa le plus léger sourire, un sourire rare qu'Emma n'avait jamais vu auparavant. Le maître est monté à l'étage. Vous avez bien fait, Carter. Emma exhala de soulagement, ramassant son manteau. Il conservait encore une trace de chaleur. Elle ne savait pas que, à l'étage, dans son bureau, Julien était assis près de la fenêtre, son doigt effleurant le bord de la tasse de miel. Sur son visage, une fois de plus, un léger sourire scintilla. Cet après-midi-là, le ciel était gris, vide comme une page non écrite. Le manoir Ravenwood était si calme qu'Emma pouvait entendre la tête de la serpillière tapoter légèrement contre le pied d'un meuble. Elle venait de terminer de nettoyer le couloir du premier étage, quand un fracas soudain éclata du bureau, suivi du bruit de papier s'effondrant comme des vagues. Son cœur bandit. Elle se précipita et poussa la porte entr'ouverte. Julien était agenouillé près de l'étagère, une pile de documents lourds ayant basculé, le bord en bois acéré avait frappé son épaule gauche. Sa chemise blanche pendait de travers, 2 boutons arrachés. Avant qu'Emma ne puisse même reprendre son souffle, elle le vit. La longue et laide cicatrice qu'elle avait aperçue une fois auparavant, maintenant fendue d'une nouvelle déchirure fine, une ligne de rouge vif suintant et coulant le long de son bras comme une menace de sang. « Monsieur !» Emma s'agenouilla à côté de lui. « Est-ce que vous allez bien? Laissez-moi appeler un médecin. » La mâchoire de Julien se serra, sa main droite appuyée sur le sol, sa gauche agrippant son épaule. Ses yeux gris brillèrent de son irritation habituelle. « Pas besoin. Je vais bien. » Sa voix était froide, tranchante, définitive. Mais quel bien venait avec ce visage pâle? Emma se pencha plus près, vit le sang se répandre plus vite. Sans hésiter, elle se releva d'un bond. « Alors, je vais chercher la trousse de premier secours tout de suite. »« Pas besoin, » grogna-t-il, le visage s'assombrissant. « C'est juste une vieille blessure. » Une vieille blessure qui s'est fraîchement rouverte. La réponse d'Emma n'était pas forte, mais ferme. « Restez immobile. Ça ne prendra que quelques minutes. » Elle se précipita dehors et revint en moins de 30 secondes, portant une trousse de premier secours dans une main et une serviette propre avec une solution saline dans l'autre. Julien était toujours assis là, la mâchoire serrée, de petites gouttes de sueur sur ses tempes. Sur le sol, des gouttes de sang brillaient comme des notes discordantes sur le bois sombre. Emma ouvrit la trousse, déchirant de la gaze stérile. « Le désinfectant va piquer un peu. Je m'excuse d'avance, » murmura-t-elle. « Je vous ai dit que ce n'était pas nécessaire, » dit-il entre ses dents serrées, les yeux détournés. Les mains d'Emma s'arrêtèrent brièvement. Puis elle croisa son regard, sa voix plus douce. « Je sais que vous n'aimez pas que l'on touche à vos affaires privées, mais ce saignement n'est pas privé. » Elle pressa doucement la gaze contre la déchirure, ses mains stables, comme lorsqu'elle bandait les genoux éraflés de Lily. « De plus, si ça s'infiltre dans votre chemise, le tissu tira sur la peau. Ça fera encore plus mal. » Julien resta silencieux, son menton légèrement incliné, presque comme un hochement imperceptible. Emma glissa une serviette sous son épaule, et rinça la plaie avec de la solution saline. Ses doigts se crispèrent plus fort. L'odeur de l'antiseptique emplit l'air, nette et propre. « Essayez de respirer lentement, » murmura Emma, autant pour elle-même que pour lui. « Inspires. Expires. » Elle travailla soigneusement, séchant la peau déchirée, posant un pansement de gaze, puis le fixant avec du ruban adhésif. En enroulant le bandage autour de son épaule, sa paume brûlait en partie à cause de la hâte, en partie à cause de l'intimité fragile de toucher la partie de sa vie qu'il avait toujours cachée. « C'est fini, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas profond. Je changerai le pansement demain. » Julien tira sur sa chemise, s'arrêtant au 2e bouton. « Ça m'a une here. »
Sous la gaze blanche se trouvait l'ancienne cicatrice longue, irrégulière, sinueuse comme une rivière asséchée et la nouvelle déchirure la traversant comme un canal frais. Il détourna le visage, sa voix rauque. « Vous n'avez pas besoin de vous en soucier comme ça. » Emma le regarda, ses yeux portant une douceur qui ne vacillait pas. « Tout le monde a des blessures. La vraie question est de savoir si vous laisserez quelqu'un d'autre les panser. » L'air dans la pièce sembla se figer. Le ventilateur de plafond tournait lentement. La lumière tremblait légèrement, et les papiers sur le sol se turent. Julia ne répondit pas, mais à cet instant, ses yeux gris changèrent, comme la surface d'un lac touché par le vent, une fine ondulation montant, brisant le silence. Et dans cette ondulation, une tempête se leva. Il était à nouveau un garçon, petit, accroupi sur le sol d'une maison étroite aux murs tachés et au ventilateur de plafond oscillant. La main tremblante de son père serrait une bouteille, les yeux injectés de sang. « Ne fais pas de bruit. » La voix de l'homme était tranchante, l'odeur de l'alcool brûlant son nez. Puis la nuit de pluie, chaque goutte tambourinant sur le toit en tôle alors que la bouteille se brisait. Le verre tranchant son épaule. Une douleur brûlante. Chaleur. Du sang coulant dans la manche déchirée, il ne cria pas. Pleurer n'aurait fait qu'empirer les choses. Il se mordit seulement la lèvre jusqu'à ce qu'elle saigne, la vision brouillée dans l'odeur de l'alcool et du tonnerre. Le jour où sa mère mourut, la maison s'assombrit, comme une lampe éteinte. Peu après, son père disparut aussi une nuit humide et froide où une voiture gisait brisée au bord de la route. L'alcool avait volé le rire, puis la famille. Le garçon entra à l'orphelinat. Il apprit à plier les coins de son lit en carré parfait, à enfermer ses pleurs dans sa poitrine, à durcir tout ce qui pouvait rester de douceur. Il jura que lorsqu'il grandirait, il ne boirait jamais. Il choisirait l'ordre plutôt que le chaos, la discipline plutôt que la mollesse. Si le monde ne le pensait pas, il se penserait lui-même avec le travail, le succès, les murs épais d'un manoir sans rire. « Monsieur !» La voix d'Emma ramena Julian de la tempête. Elle était assise à côté de lui, les mains sur les genoux maintenant, ne touchant pas, juste restant là. « Je suis désolé si j'ai outrepassé. » Julien cligna des yeux, revenant au présent. L'étagère, l'odeur légère de l'antiseptique, le bandage blanc frais sur son épaule. Il baissa les yeux des papiers éparpillés, un rapport taché d'une goutte de sang pas plus grande qu'un ongle. Pour la première fois, la honte ne venait pas de la faiblesse, mais de réaliser combien de temps il avait laissé la vieille peur le guider. « Non, dit-il, la voix basse. Vous avez fait ce qu'il fallait. » Emma sourit légèrement, et ce sourire, calme et discret, toucha un endroit profond en lui où les berceuses n'avaient jamais atteint. « Reposez-vous un moment, monsieur, dit-elle, ramassant les papiers en une pile soignée. Je vais nettoyer le sang et vous faire une tasse de miel chaud, pas pour soigner une gueule de bois. » Elle s'arrêta, se rappelant la fausse ivresse de la veille, ses yeux pétillants de malice. Juste pour apaiser la douleur. Julian se fit. Puis l'ombre d'un sourire effleura ses lèvres. Il hocha la tête. Emma sortit, la porte se fermant doucement. La pièce retomba dans le silence, mais ce silence était différent, pas celui de la solitude, mais d'une blessure qui venait d'être touchée par une main chaude. Il leva les doigts au bord du bandage, sans appuyer, juste en le sentant. Puis, dans un nouvel instinct, il se leva, prit un chiffon humide, et essuya lui-même les gouttes de sang sur le sol. Il n'appela personne. Il était toujours seul, mais pas aussi perdu qu'avant. Ce petit geste était un aveu murmuré, certaines choses ne peuvent pas être faites seules pour toujours. Emma revint avec la tasse de miel, la posant sur le bureau. La vapeur s'éleva, portant sa douce suavité, une présence presque étrangère dans cette maison. « Merci, dit Julian. »« Oui, monsieur. » Emma hésita, puis prit une inspiration, ajoutant avec courage. « Je ne demanderai pas votre passé. Mais si un jour vous avez besoin de quelqu'un pour écouter, je serai juste là. » Dans les yeux de Julian, un nuage se déplaça, révélant une fine bande de ciel. Il ne promit rien, n'expliqua rien. Il ne la repoussa simplement pas. « D'accord, dit-il. » Emma s'inclina légèrement et sortit. Juste avant que la porte ne se ferme, l'aspirateur Roboron roula à l'intérieur, bipa une fois, et s'arrêta sur l'endroit qui venait d'être nettoyé du sang. Emma tapota son front. « Ne fais pas de bêtises aujourd'hui, monsieur. Les choses font juste un peu moins mal ici. » La porte se ferme. Julia leva la tasse et but une gorgée. Le miel chaud glissa dans sa gorge, se répandant dans sa poitrine, s'infiltrant dans la cicatrice cachée sous son bandage frais. Dehors, le ciel restait gris. Mais à l'intérieur, la lumière pâle de la lampe semblait plus chaude. La déchirure guérirait. L'ancienne cicatrice resterait, mais, peut, être moins irrégulière si elle était soignée. Et être, pensa-t-il en posant la tasse, était-il temps d'apprendre une nouvelle leçon, toutes les blessures n'ont pas besoin d'être cachées, et tous les bandages ne sont pas de la gaze. Parfois, c'est un mot calme, un sourire doux, une tasse de miel, et la présence silencieuse d'une fille maladroite et patiente qui sait exactement quand poser sa main. Ce matin-là, le ciel était aussi clair que du verre fraîchement poli.
Emma portait une boîte de linge de table vers le garage à l'arrière quand elle tomba sur une scène curieuse, un petit camion garé à la porte latérale, son chauffeur déchargeant des boîtes en carton scellé. Sur leur côté était imprimé « Orphelinat Bright Hope, quartier Riverside ». Elle s'arrêta, intriguée. Les déménageurs travaillaient silencieusement, sans agitation. La discrétion de tout cela donna à Emma l'impression d'avoir accidentellement pénétré dans quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Un des employés de la cuisine secoua la tête et murmura « Rien d'inhabituel, mais ne posez pas de questions. Le maître n'aime pas se vanter. » Emma inclina la tête. Les boîtes étaient soigneusement étiquetées, lait maternisé, fournitures scolaires, jouets, couvertures chaudes et chaussures pour enfants. Un poids s'installa dans sa poitrine. L'image de Julien comme froid et sévère s'estompa, remplacée par une autre vérité, il envoyait discrètement de la chaleur dans le monde. Il ne laissait simplement personne le voir. Cet après-midi-là, quand Madame Sharma demanda à Emma d'apporter des fleurs fraîches au garage, elle aperçut Julien debout près d'une voiture noire élégante. Il était vêtu simplement d'une chemise sans cravate, le visage pensif alors qu'il signait un manifeste. Emma resta en arrière, craignant d'interférer, mais le vent porta les mots du responsable logistique. Comme d'habitude, nous livrerons directement à l'orphelinat. La liste d'aujourd'hui comprend un ensemble informatique, des livres de langue, et des boîtes de médicaments contre le rhume. Julien ne fit qu'un petit hochement de tête, puis se détourna. Alors que le véhicule sortait de la porte, Emma s'éclipsa par un autre chemin, le cœur battant à l'idée qu'elle pourrait être surprise en train de regarder. Dans son esprit, une question résonnait. Pourquoi un homme qui insiste sur le fait qu'il n'a besoin de personne s'occupe-t-il discrètement d'enfants, qu'il ne connaît même pas? Le lendemain, alors qu'Emma arrangeait des fleurs dans le salon, Madame Sharma dit soudain, « Carter, venez avec moi. » Elles montèrent dans une camionnette grise. Emma n'eut même pas le temps de poser de questions avant que la camionnette ne quitte les rues animées pour se diriger vers une banlieue plus pauvre. Enfin, elle s'arrêta devant une grille en fer décolorée, Orphelinat Bright Hope. Des enfants en pull usé se précipitèrent dehors, riant bruyamment en voyant Madame Sharma. Certains couraient en cercle autour de la camionnette, criant en repérant les boîtes. « Posez-les là. »« Bah, les enfants attendent, » indiqua Madame Sharma au déménageur. Emma observa, la poitrine serrée. Un garçon serrait une paire de chaussures neuves, courant et riant. Une petite fille était assise tranquillement avec un livre d'images, les yeux pétillants. D'autres se battaient joyeusement pour des paquets de biscuits, comme s'ils étaient un trésor. « Le maître ? C'est lui qui envoie tout ça ?» murmura Emma. Madame Sharma hésita un instant, puis hocha la tête. « Oui, tous les mois, mais il ne met jamais son nom dessus. » Emma serra l'ourlet de son manteau, une étrange chaleur montant en elle. Dans le vieux bâtiment carrelé, une femme aux cheveux argentés émergea, son sourire doux. Elle embrassa Madame Sharma, puis son regard s'attarda sur Emma. « Une nouvelle fille. »« Oui, yes oui c'est Emma. Je suis Brooks, directrice de l'orphelinat. » Madame Brooks guida Emma, expliquant en marchant. Julien est lié à cet endroit depuis longtemps. Enfant, lui aussi n'avait personne. Après la mort de ses parents, il a été transféré dans un autre orphelinat, mais il revenait parfois ici pour aider. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Il a grandi dans un orphelinat? Madame Brooks hocha la tête, le regard lointain. Il était silencieux, souvent caché dans le coin lecture. Mais je me souviens clairement de ses yeux fiers, mais insupportablement seuls. Chaque pas qu'il fait maintenant, il l'a construit de ses propres mains. Le cœur d'Emma se serra. Les pièces commencèrent à s'assembler, la froideur, les règles rigides, les nuits interminables de travail, tout cela était une armure pour le garçon orphelin qu'il était autrefois. Une petite fille aux cheveux bruns, les joues barbouillées, s'approcha d'Emma, tenant un dessin au crayon, une maison au toit rouge, à l'intérieur de laquelle se tenait un homme grand et plusieurs enfants. « Mademoiselle, c'est la maison de mes rêves, » murmura-t-elle. « J'ai aussi dessiné M. Julien. Il envoie toujours des choses, mais il n'a jamais mangé avec nous. » Emma se figea, regardant le dessin. Dans sa poitrine, une douleur de chagrin jaillit. La veille au soir, elle avait vu Julien assis seul, une silhouette solitaire dans le vaste salon, et maintenant, à travers les yeux de ses enfants, elle comprenait encore plus, il aspirait à une maison pleine de rire mais n'osait jamais y entrer. Sur le chemin du retour vers le manoir, Emma portait un océan de pensées dans sa poitrine. Cette nuit-là, elle plaça discrètement un petit pot de fleurs dans le couloir près du bureau, accompagné d'une note manuscrite. Chaque maison a besoin d'un peu de couleur, pas pour se vanter, mais pour nous rappeler qu'il y a toujours quelqu'un qui nous attend à la maison. Elle ne signa pas son nom. Le lendemain matin, la fleur était toujours là, mais la note avait disparu. Dans le bureau de Julien, les roses blanches habituelles restaient sur le bureau. Pourtant, dans un coin éloigné, Emma remarqua que son petit pot avait été soigneusement placé, non jeté. Elle sourit. Peut-être que Julien comprenait. Cette nuit-là, Julien était assis seul à nouveau,
Mais cette fois, son regard s'attarda sur la petite fleur. La déchirure sur son épaule s'était apaisée. La mémoire le déchirait encore, mais le rire des enfants à Brighthop semblait repousser l'obscurité. Il toucha légèrement le pot, murmurant pour lui-même, uniquement pour ses oreilles, « Un jour, je franchirai cette porte. » Et Emma, de loin, fit sa propre promesse. S'il ne trouvait jamais le courage, elle serait celle qui ouvrirait doucement cette porte pour lui. Au crépuscule, le ciel de la ville avait pris la couleur du plomb lourd. Des nuages noirs surgissaient, comme des vagues en colère engloutissant le coucher du soleil. Emma pliait des serviettes dans la cuisine quand le tonnerre gronda, faisant vibrer les vitres. Liam leva les yeux, fronçant les sourcils. On dirait une grosse tempête ce soir. Emma frissonna. Elle détestait le tonnerre, détestait l'obscurité depuis l'enfance. Depuis la mort de sa mère, elle portait le souvenir d'avoir été accidentellement enfermée dans un débarras sombre par un voisin négligent. La petite Emma était restée recroquevillée pendant des heures, n'écoutant que la pluie battante sur le toit en tôle et le grattement des rats dans les coins. Cette peur ne l'avait jamais quittée. Pour elle, l'obscurité signifiait l'abandon. Comme prévu, à 20 heures précises, la tempête frappa la ville. Les vents hurlaient. La pluie fouettait les vitres. Le tonnerre déchira le ciel. Puis, soudainement, l'électricité s'éteignit. Tout le manoir plongea dans l'obscurité totale. « Oh non !» murmura Emma, les cœurs battantes. Elle tendit la main à l'aveugle, mais plus elle essayait, plus elle heurtait des choses. Un bruit sec retentit, elle avait fait tomber un petit vase en verre. L'éclat résonna, se mêlant au tonnerre, déchirant les cieux. Dans la cuisine, les autres cherchaient des lampes de poche. Mais les jambes d'Emma tremblaient incontrôlablement, son dos pressé contre le mur. Tout ce qu'elle entendait était sa propre respiration saccadée et le tambourinement incessant de la pluie, comme des tambours de guerre. Depuis le couloir sombre, une lueur apparut. Julian s'approcha, portant une bougie nouvellement allumée. Sa flamme dorée vacillait, adoucissant les traits anguleux de son visage. Il se figea en voyant Emma recroquevillée dans un coin, les bras enroulés autour d'elle, les yeux fermés. « Carter !» Elle sursauta, ouvrant les yeux. La lumière de la bougie l'illumina. Pendant un instant, Emma ne pouvait dire s'il était le maître froid de la maison ou une lumière salvatrice dans la tempête. « Je suis désolé. J'ai cassé le vase, » balbutia-t-elle, la voix tremblante comme un insecte chuchotant. Julian jeta un coup d'œil aux éclats éparpillés sur le sol, puis revint vers elle. Il aurait pu la réprimander, donner des ordres comme d'habitude, mais il ne le fit pas. Il posa la bougie sur le rebord de la fenêtre et s'abaissa à côté d'elle. Sa voix était profonde, stable. « Vous avez peur du noir. » Emma se mordit la lèvre et hocha la tête. « Depuis que je suis petite, je déteste les nuits d'orage. Après la mort de ma mère, j'ai été enfermée dans un débarras sombre. Ce sentiment. » Ses yeux brillèrent. « Je pensais juste que si tout devenait noir, personne ne viendrait jamais me chercher. » Julian resta silencieux. La flamme étirait son ombre longue sur le mur. Puis il parla, la voix plus basse que d'habitude. « Ya comprens. » Elle se tourna vers lui, surprise. À l'orphelinat, chaque nuit était sombre, dit-il, appuyant sa tête contre le mur, les yeux perdus dans un souvenir. Pas de berceuse, pas d'histoire au coucher, juste la pluie s'infiltrant par une fenêtre fissurée et les insectes rongeant le bois. Je pensais que si je disparaissais dans cette obscurité, personne ne le remarquerait. Ces mots tombèrent dans le silence, brisés seulement par la tempête dehors. Emma observa son profil à la lueur de la bougie, et pour la première fois, elle ne vit pas de l'acier, mais de la lassitude et de la solitude gravées plus profondément que les lignes sur son front. Doucement, elle dit, « Peut-être que l'obscurité est juste un rappel que tout le monde a besoin d'une lumière à ses côtés. » Julien se tourna, ses yeux gris rencontrant les siens plus un regard évaluateur, juste deux âmes nues, face à face dans leur peur privée. Un autre coup de tonnerre déchira le ciel. Emma sursauta, saisissant instinctivement sa manche. Elle recula immédiatement. « Je suis désolé. » Mais Julien ne la repoussa pas. Il laissa sa main reposer légèrement sur la sienne, puis resserra doucement son emprise. Un petit geste, mais pour Emma, c'était une ancre contre la furie de la tempête. Il murmura, « Personne ici ne sera laissé pour compte. Vous non plus. » Le cœur d'Emma palpita. Elle réalisa que sous l'armure de froideur, Julien était toujours ce garçon orphelin tremblant dans le noir, et lui, à sa manière, cherchait aussi une main à tenir. Ils restèrent assis ensemble en silence. La bougie projetait leurs ombres côte à côte sur le mur, l'une grande, l'autre petite, mais pour la première fois, aucun n'était seul. Dehors, la pluie s'apaisa, et le tonnerre gronda plus loin. Les lumières vacillèrent, puis l'électricité revint, et les lampes de plafond inondèrent la pièce d'une lueur blanche froide. Emma cligna des yeux à la luminosité tandis que Julien se pencha et souffla la bougie. « Bien, » dit-il, se levant. Il tendit la main. « Adies, Dewout ?» Emma posa sa main dans la sienne. Cette fois, il ne la lâcha pas immédiatement, mais l'aida à se stabiliser complètement. Dans cet instant fugace,
elle sentit la chaleur sûre de sa paume. Elle sourit maladroitement. « Merci d'être resté. » Julien la regarda pendant quelques secondes, les yeux plus profonds que d'habitude. Puis il hocha simplement la tête, la voix basse. « Parfois, la seule chose dont nous avons besoin est quelqu'un qui ne s'en va pas dans le noir. » Cette nuit-là, Emma retourna dans sa chambre, le cœur battant encore pas de peur, mais d'autre chose. Et Julien, dans son bureau, se tenait silencieusement devant le petit pot de fleurs qu'Emma avait placé quelques jours auparavant. Il toucha doucement un pétale, pensant, être-il temps de laisser entrer un peu de lumière, même par la plus petite fissure. La tempête dehors était passée, mais les tempêtes à l'intérieur d'eux commençaient à trouver un nouveau rythme, pas de rage, mais de confort tranquille. Au manoir Ravenwood, il y avait une tradition rare maintenue année après année. Pour l'anniversaire de Julien, le maître invitait tout le personnel à dîner ensemble dans la salle de banquet. Ce n'était pas une affaire fastueuse avec du champagne et des lustres, mais un repas simple, assez pour que chacun se sente appartenir à cette maison aussi. Quand Liam en parla à Emma, ses yeux s'écarquillèrent. Un milliardaire qui ne donne pas une soirée avec du vin, mais s'assoit pour manger du poulet rôti avec son personnel? Liam haussa simplement les épaules, souriant. C'est le jeune maître. Honnêtement, personne ne sait s'il l'apprécie vraiment, mais chaque année, il continue. Emma sait toute. Les anniversaires pour elle et Lily avaient toujours signifié un petit gâteau acheté à la hâte, une bougie plantée dedans, et des chansons bruyantes pour le rendre plus grand qu'il ne l'était. Elle n'avait jamais imaginé un homme comme Julien ayant même un anniversaire. Et sûrement pour lui, ce jour était aussi froid que n'importe quel autre. La salle de banquet était aménagée simplement, poulet rôti, salade, soupe de potiron, et un grand gâteau. Le personnel était assis à de longues tables, l'air vibrant de chuchotement. Julien entra dans un costume sombre minimaliste, son expression aussi composée que jamais, mais quand tout le monde entonna joyeux anniversaire, monsieur, il vacilla une fraction de seconde, puis hocha la tête. Un léger sourire poli toucha ses lèvres, mais Emma, du bout de la table, remarqua qu'il n'atteignait jamais ses yeux. Un par un, les cadeaux furent présentés. Madame Sharma offrit un stylo plume vintage. Liam une bouteille de vin rare. Le chauffeur une montre de poche de collection, chaque cadeau élégant et coûteux. Puis vint le tour d'Emma. Elle resta figée, serrant le petit paquet enveloppé dans un vieux journal. Son cœur battait à tout rompre. Quelle idée imprudente. Mais que pouvait-elle faire d'autre? J'ai aussi un cadeau pour vous, dit Emma, se levant, les joues rouges. La table c'est toute. Une nouvelle femme de ménage offrant un cadeau à un milliardaire? Les yeux se croisèrent, curieux, sceptiques. Julien posa son regard gris sur elle, comme s'il lançait un défi. 1000 Carter. Emma déglutit difficilement, posant le petit paquet sur la table. Je n'avais pas d'argent pour quelque chose de sophistiqué, alors je l'ai fait moi-même. Il le déballa. À l'intérieur se trouvait un dessin au crayon de couleur. Une petite maison au toit rouge, les fenêtres brillant de lumière. Des enfants riaient et jouaient dehors. Sur le porche se tenait un homme grand, vaguement ressemblant à Julien. Dans un coin, un chat était roulé en boule, endormi. Les personnels murmura. Liam mit une main sur sa bouche, étouffant un gloussement. La panique d'Emma se déversa en mots, comme toujours. Je suis désolé si c'est laide, mais, vous savez, personne n'achèterait ça, donc c'est unique en son genre. Des rires ondulèrent autour de la table. La tension s'apaisa. Si ça ne vous plaît pas, je peux redessiner. Ajouter une piscine, un garage plein de supercars pour convenir au manoir. Mais je pense qu'une maison avec des rires est plus luxueuse que tout ça. Elle cligna des yeux, mi-taquine, mi-sérieuse. Plus de rires. Madame Sharma secoua la tête, soupirant, mais ses yeux portaient de la chaleur. Julien ne rit pas fort comme les autres. Il resta silencieux, les yeux s'attardant sur le dessin. Les lignes étaient maladroites, les couleurs inégales, mais chaque détail respirait la vie. La lumière brillant des fenêtres, un pot de fleurs près du porche, un rire invisible porté par la scène. Dans son esprit, la voix d'Emma résonna, une vraie maison n'a pas besoin d'extravagance. Elle a juste besoin de lumière et de quelqu'un qui vous attend pour entrer. Une tension tira dans sa poitrine, comme si une corde invisible s'enroulait autour. Pendant des années, les anniversaires n'avaient été rien d'autre qu'une autre entrée dans son emploi du temps. Mais ce soir, dans ses mains se trouvait le cadeau le plus maladroit et le plus vrai. Il leva les yeux, captant l'expression anxieuse d'Emma, comme un chaton ayant renversé un vase, se préparant à être réprimandé. Et il dit, la voix basse mais plus froide, « Merci, Carter. C'est le cadeau le plus spécial que j'ai jamais reçu. » La pièce se figea, puis éclata en applaudissements. Le visage d'Emma devint écarlate. Elle marmonna dans son souffle. « Spécial? Parce que c'est le plus laid, non ?» Liam éclata, riant si fort qu'il manqua de s'étouffer avec sa soupe. Quand les autres furent partis, Julien resta, regardant le dessin devant lui. La lumière chaude de la lampe faisait briller les couleurs plus riches. Dans ses souvenirs,
Les anniversaires n'avaient rien signifié d'autre qu'une bouteille d'alcool roulant sur la table dans des voix en colère. À l'orphelinat, c'était juste un autre jour passé à lire seul. Mais maintenant, quelqu'un avait osé lui offrir une maison dans un dessin, quelque chose qu'il n'avait jamais permis de rêver. Il pensa tranquillement. Être qu'une maison n'est pas un lieu de grandeur, mais l'endroit où quelqu'un vous attend. Un léger sourire toucha ses lèvres, pas un sourire poli, mais celui d'un homme s'autorisant, pour la première fois, à espérer. Les nouvelles ont une manière de se répandre plus vite que n'importe quelle tempête. Juste un jour après le dîner d'anniversaire, une photo floue de Julian Ravenwood souriant au dessin d'Emma apparut dans plusieurs tabloïds en ligne. Le titre criait « Le milliardaire froid Ravenwood adouci par une pauvre femme de ménage ». Assise dans la salle du personnel, le vieux téléphone d'Emma vibrait sans arrêt avec des messages d'amis. Ses mains tremblaient alors qu'elle faisait défiler, voyant des commentaires sans fin. Elle est clairement une croqueuse de diamants. Elle sait comment attirer l'attention. Il n'est amusé que pour le moment. Sa poitrine semblait insupportablement lourde. Pour la première fois, Emma comprit ce que cela signifiait d'être décortiquée sous le projecteur du monde. Ce jour-là, Julian assista à un rassemblement d'affaires dans un hôtel 5 étoiles. Emma l'accompagna pour aider avec les fleurs et servir les boissons. Elle essayait de rester silencieuse, invisible comme une ombre, mais il n'était pas si facile d'échapper aux yeux curieux. Dans le grand hall, une noble, Victoria Klein, chef d'un groupe d'investissement renommé, s'avança vers eux. Elle portait une robe en velours émeraude profond, un collier de perles autour du cou, son sourire aussi tranchant qu'un couteau. Le regard de Victoria balaya Emma de la tête aux pieds, puis se courba en un sourire narquois. Donc, voici la nouvelle muse de Ravenwood. Comme c'est amusant une femme de ménage osant pénétrer dans ce monde. Audacieux, en effet. Emma rougit écarlate, reculant d'un pas. Je fais juste mon travail. Victoria baissa la voix, juste assez fort pour qu'Emma entende. Ne pense pas qu'un petit croquis enfantin peut retenir un homme comme Julian. Les hommes comme lui se divertissent un temps. Puis tu seras mise de côté comme les autres. Les invités à proximité ricanèrent sous cape. Le visage d'Emma brûlait, sa poitrine se serra, comme si quelqu'un avait saisi son cœur fort. À cet instant, Julian apparut, son long pas traversant le sol, ses yeux gris scintillant d'acier. « Victoria », sa voix était basse, décisive, « je crois que vous êtes allé trop loin. » Le rôle s'est raidi. Victoria arqua un sourcil. « Je n'ai dit que la vérité, Julian. Vous ne gaspillez sûrement pas votre énergie pour une simple femme de ménage. » Elle n'est pas une simple femme de ménage. La voix de Julian tonna, assez tranchante pour couper la pièce en silence. Emma Carter est quelqu'un que je respecte, et quiconque l'insulte m'insulte. Tous les yeux se tournèrent, stupéfaits. Le monde des affaires était habitué à voir Julian comme froid, calculateur, ne défendant jamais personne publiquement. Pour la première fois, il le dit ouvertement, avec des dizaines de témoins à portée de voix. Victoria vacilla, puis força un sourire fragile avant de se détourner, laissant des murmures dans son sillage. Emma resta figée, les oreilles bourdonnantes, ces mots résonnant encore. Quelqu'un que je respecte. Son cœur battait, la joie tremblant à travers elle, seulement pour être rapidement engloutie par la peur. Elle regarda autour d'elle, les flashs des appareils photo scintillaient, les journalistes griffonnaient, les hommes d'affaires chuchotaient. Les gros titres de demain exploseraient, et elle savait que le scandale ne toucherait pas seulement Julian, il pourrait ébranler tout son empire. Dans la voiture de retour au manoir, Emma était assise à l'arrière, ses doigts tordant l'ourlet de sa blouse. Julian regardait par la fenêtre, silencieux. L'air dans la voiture pesait lourd, comme du plomb. Il l'avait défendu, mais à quel prix? Cette nuit-là, Emma s'allongea dans son petit lit, les yeux grands ouverts. Le vent hurlait devant les fenêtres du jardin, mais ce n'était pas aussi effrayant que la tempête en elle. Les mots de Victoria résonnaient. Tu seras mise de côté. Les flashs des appareils photo brûlaient derrière ses yeux. Et par-dessus tout, la silhouette de Julian, grande et inflexible, la protégeant avec une voix qui traversait le hall. Quiconque l'insulte m'insulte. Des larmes chaudes coulèrent. Emma enfouit son visage dans l'oreiller, murmurant pour elle-même. Je ne peux pas le laisser être entraîné dans des ennuis à cause de moi. Elle se redressa brusquement, ouvrit un tiroir, et sortit une feuille de papier. Ses mains tremblaient alors qu'elle écrivait quelques lignes tremblantes de démission. Une seule raison, courte et simple. Je ne veux pas causer plus de problèmes au maître. Emma glissa la lettre dans son sac. Se disant qu'elle la laisserait sur le bureau de Madame Sharma le matin et ensuite disparaîtrait, son regard se leva vers la fenêtre. Elle se souvenait du petit dessin qu'elle avait une fois donné à Julian, maintenant accroché bien en vue dans le salon. Cette pensée fit couler de nouvelles larmes. « Je suis désolée, Julian, murmura-t-elle dans le noir. Mais je ne peux pas rester. » L'aube se leva, la lumière du soleil se déversant par les hautes fenêtres, baignant le manoir d'un or pâle. La maison bourdonnait de son rythme habituel. Des casseroles bouillonnaient dans la cuisine, des tuyaux sifflaient dans le jardin, mais le cœur d'Emma était aussi lourd qu'une pierre.
Dans son sac en tissu usé se trouvait une lettre de démission soigneusement pliée. Elle marcha lentement dans le couloir, chaque claquement de ses chaussures résonnant comme un battement de tambour dans ses oreilles. À chaque pas, elle voulait s'arrêter, mais elle se força à continuer, murmurant intérieurement. Pour lui. Je dois partir pour qu'il ne souffre plus à cause de moi. Dans le salon, elle glissa la lettre sous le plateau en argent sur la table. Elle leva les yeux. Son dessin était toujours accroché là. La lumière du matin faisait briller les fenêtres du dessin en or, comme si elles étaient vraiment vivantes. Sagorge se serra. Adieu, murmura-t-elle. Elle se tourna, marchant rapidement vers la porte d'entrée. Mais juste au moment où sa main toucha la poignée, une voix profonde et familière retentit derrière elle. Carter, Emma Sefiger. Son cœur bondit. Non, pas maintenant. Elle se tourna. Julien se tenait à seulement quelques pas, chemise sombre, cravate encore défaite, clairement tout juste descendu des escaliers. Dans sa main, sa lettre. Ses yeux gris s'assombrirent, comme une tempête se déchaînant. Qu'est-ce que c'est? Emma déglutit difficilement. Juste une lettre de démission. Pourquoi? Sa question trancha comme une lame calme et acérée. Emma baissa la tête, ses doigts agrippant la sangle de son sac. Parce que je ne veux pas vous causer plus de problèmes. Les médias en disent déjà assez. Les gens là-dehors pensent que je suis une croqueuse de diamants. Si je pars, les choses se calmeront à nouveau. Le silence s'étira. Les rideaux remuaient avec le courant d'air, la lumière vacillant sur le sol. Julien s'approcha, sa voix rauque, comme s'il retenait quelque chose de féroce. Vous pensez que je me soucie plus de ce qu'ils disent que de vous? Emma leva les yeux pleins de larmes. Vous m'avez défendu, mais cela signifie seulement que vous prenez les coups. Je ne veux pas. Julien la coupa, froissant le papier dans sa main jusqu'à ce qu'il se froisse. Sa voix tremblait d'une force contenue. Ne comprenez-vous pas? Je n'ai jamais défendu personne dans ma vie. Jamais. Mais hier, je l'ai fait parce que je... Il s'interrompit, ses yeux brillants d'un conflit intérieur. Mais ensuite, les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les arrêter. Parce que je tiens à vous. Le monde sembla se figer. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Julien lui-même resta stupéfait. Il n'avait pas prévu de le dire à voix haute. À cet instant, son armure froide se fissura, exposant un cœur nu et sans garde. Il détourna le visage, mais ne se rétracta pas. Sa voix était plus basse, plus stable. Si vous partez, je perdrai la seule chose qui me fait croire que cet endroit pourrait un jour être une maison. Des larmes coulèrent sur les joues d'Emma. Elle n'avait jamais imaginé qu'un homme comme Julien, discipliné comme l'acier, froid comme le marbre, puisse dire de telles paroles. Elle laissa échapper un rire tremblant à travers ses larmes, maladroit et ironique à sa manière. Vous rendez-vous compte que vous venez de me faire une déclaration? Julien se tourna, ses yeux gris scintillants, bien que son ton reste contrôlé. Si vous voulez appeler ça comme ça, alors appelez-le comme ça. Emma essuya ses joues du revers de la main, la voix tremblante. Je n'ai rien. Pas d'argent, pas de statut. Les seules choses que je peux offrir sont de la soupe brûlée et des croquis brouillons. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un comme moi. Julien s'approcha, se tenant directement devant elle. Sa main effleura la sangle du sac qu'elle serrait. Faux. Ces choses m'ont fait rire, et j'avais oublié comment rire jusqu'à ce que vous arriviez. Ces mots résonnèrent profondément, gravés directement dans la poitrine d'Emma. Dehors, le soleil montait plus haut, inondant le grand hall de lumière. Emma regarda dans ses yeux plus froids maintenant, mais ouverts, sincères. Elle hocha légèrement la tête, murmurant « Je vais rester ». Un sourire fugace courba les lèvres de Julien. Il laissa la lettre froissée glisser de sa main, tombant sur le sol. « Bien, parce que je ne vous permettrai pas de partir. » Emma laissa échapper un rire humide. « Vous êtes vraiment autoritaire, vous savez. » Julien haussa légèrement les épaules. « Je le suis, mais seulement avec vous. » Ils restèrent là, la lumière du soleil se déversant par les hautes fenêtres, leurs mains encore non complètement séparées, dans un manoir autrefois si froid. Enfin arriva un matin non seulement lumineux de lumière, mais aussi d'une confession sans retenue et indéniable, qui changea tout. Et Emma le ressentit. Le tournant était arrivé. Le monde extérieur pouvait être cruel, mais à cet instant, ils avaient choisi de rester ensemble. Un dimanche matin, au lieu de s'enfermer dans son bureau comme à son habitude, Julien apparut dans le garage en chemise simple, sans cravate. Emma fut stupéfaite de le voir préparer son départ avec plusieurs boîtes soigneusement empilées. « Monsieur, où allez-vous aujourd'hui ?»« L'orphelinat Bright Hope », répondit-il brièvement. Puis, après une pause, « Voulez-vous venir ?» Le cœur d'Emma bondit. Elle hocha la tête si vite qu'elle ressemblait à une enfant invitée à une foire. Lorsque la voiture arriva, les enfants se précipitèrent dehors, criant de joie en entourant le véhicule. Emma s'assit immédiatement en tailleur sur le sol, dessinant des moustaches sur leur visage, transformant chaque enfant en chaton ou en tigre. La cour résonna de rire. Julien se tenait en retrait, observant, ses lèvres esquissant un léger sourire. Quelques reporters présents capturèrent cet instant,
Le milliardaire réputé froid souriant en regardant une jeune femme de ménage maladroite jouer avec les enfants. Le lendemain, les gros titres se répandirent partout, Julian Ravenwood, le milliardaire glacial, et la fille de bonne volonté le couple doré de la bienfaisance. Cette fois, au lieu de moqueries, le public fut inondé d'éloges. En lisant les commentaires sur son vieux téléphone, Emma gloussa. Il nous appelle le couple doré maintenant, mais je pense que c'est juste parce que l'or fait un bruit fort quand on le frappe. Pas parce que nous sommes distingués. Julian lui jeta un coup d'œil, retenant un rire. Au fond de lui, il savait que c'était cette voix espiègle qui rendait son monde plus léger. Un après-midi, en époussetant l'escalier, Emma lâcha soudain, comme si elle avait découvert quelque chose de grandiose. « Monsieur, pourquoi ce manoir a-t-il tant de pièces vides qui restent là? Et si nous en ouvrions une pour que les orphelins viennent apprendre, lire et jouer ?» Julien fronça les sourcils. « C'est une résidence privée, Carter. Je ne dis pas de transformer tout l'endroit en école. » Elle posa ses mains sur ses hanches, les yeux pétillants. « Juste une pièce. Imaginez. Des enfants pratiquant leurs ABC, ici, l'odeur des biscuits de Liam flottant dans l'air, et mes fleurs épanouies près de la fenêtre. Ça ne semble-t-il pas agréable ?» Il hésita, puis hocha la tête de manière inattendue. « D'accord. » Ainsi, une pièce inutilisée fut transformée en salle de lecture communautaire, de nouvelles étagères, de petites tables et chaises, des tapis colorés. Emma colla même les dessins des enfants sur les murs. Le jour de l'ouverture, la pièce résonna de rires, d'alphabets récités, et Liam fit semblant d'être un monstre pour poursuivre les enfants. Emma regarda autour d'elle et aperçut Julian debout près de la porte, les bras croisés, mais ses yeux s'adoucirent, un petit sourire tirant sur ses lèvres. Enfin, le manoir Ravenwood avait des rires. Bientôt, ce ne fut pas qu'une seule fois. La presse s'habitua à voir Julian et Emma ensemble lors d'événements caritatifs. Ils finançaient des bourses. Elle apprenait aux enfants à dessiner et à cuire des biscuits. Un jour, un reporter lui demanda directement, « Mademoiselle Carter, quel est votre secret pour retenir un milliardaire aussi froid ?» Emma cligna des yeux, l'air sérieux, mais seulement pendant quelques secondes. « Facile. Je brûle de la soupe, je fais des croquis d'anniversaire moches, et je le fais rire quand il ne veut pas. Qui pourrait survivre à ce genre de torture ?» La salle éclata de rire. Julian, debout à côté d'elle, offrit son premier sourire large et sans retenue en public. La photo se répandit sur toutes les plateformes. Le couple doré de la haute société, amoureux et au service de la communauté. Julian se moquait du titre, mais quand Emma agita le journal avec excitation, il murmura seulement, « Couple doré, on dirait une marque de bain de bouche. » Emma se plia en deux de rire. Petit à petit, le manoir se transforma. Le salon s'emplit du son des notes de piano alors qu'Emma pratiquait avec les enfants. Le jardin arrière fleurissait de fleurs, et même une balançoire fut ajoutée. Le dîner ne signifiait plus 2 assiettes solitaires, mais incluait souvent Liam, Madame Sharma, et les enfants invités à se joindre à eux. Un soir, après que tout le monde fut parti, Julian et Emma s'assirent sur la véranda, la lumière de la lune se répandant sur le jardin. « Je pensais que le bonheur était un luxe, » dit Julian doucement, regardant le pot de fleurs qu'Emma avait planté, « mais vous en avez fait quelque chose de simple que je peux atteindre. » Emma inclina la tête, souriant malicieusement. « Alors, vous feriez mieux de vous y accrocher. Si vous le perdez, je dessinerai 100 autres dessins moches et les accrocherai partout dans ce manoir juste pour vous le rappeler. » Julian rit, un rire ouvert et chaleureux qui perdura. Le cœur d'Emma gonfla. Enfin, cet homme avait appris à sourire vraiment. 1 an plus tard, pour le prochain anniversaire de Julian, le manoir Ravenwood ouvrit ses portes non seulement au personnel, mais aussi aux orphelins et aux familles en difficulté. La salle de lecture était devenue un centre communautaire rempli de dessins, de livres et de musique. Julian et Emma se tenaient main dans la main alors qu'ils annonçaient la création de la fondation Ravenwood Carter, dédiée à aider les orphelins et les pauvres. Lorsque les flashs des appareils photo crépitèrent, Julian ne se retira pas comme il l'aurait fait autrefois. Il laissa Emma tenir sa main fermement, souriant naturellement. Dans le grand hall, le petit dessin d'anniversaire maladroit d'Emma, autrefois enveloppé dans un vieux journal, était encadré, honoré comme un symbole. Les visiteurs le voyaient et comprenaient, une vraie maison n'a pas besoin de luxe, seulement de lumière et de rire. Cette nuit-là, après le départ des invités, Emma s'assit sur la balançoire du jardin pendant que Julian poussait doucement derrière. « Julian, pensez-vous que cette maison est enfin une maison maintenant ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. Il se pencha plus près, murmurant à son oreille. « Oui, grâce à vous. » Emma rit doucement, posant sa tête sur son épaule. Au-dessus, des feux d'artifice d'anniversaire éclatèrent, dispersant des couleurs dans le ciel. Dans le chœur des acclamations des enfants, dans les éclats de rire résonnant à travers le jardin, 2 personnes qui avaient autrefois vécu dans l'ombre avaient trouvé la lumière l'une dans l'autre. Et à partir de cette nuit, le manoir Ravenwood n'était plus froid et silencieux, mais une maison vivante de joie, un symbole d'amour, d'espoir,
et du bien qui grandit lorsque deux cœurs osent enfin s'ouvrir.